Bonus. Trax. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Spoilers, votre émission consacrée aux séries fantastiques, fantasy et de science-fiction. On est ce soir ici pour parler de séries, pour ceux qui nous écouteraient en podcast. Moi c'est Guillaume, je suis avec Briac. Hello. Salut Briac. Et je suis avec Justine. Hello. Vous l'entendez évidemment, c'est pas CHP qui anime la soirée. Désolé, je sais qu'il vous manque très certainement déjà. Il a tout simplement pas regardé la série dont on va parler ce soir, donc voilà, vous êtes coincés avec moi, Briac et Justine. Bon, on salue aussi le chat pour ceux qui arriveront en cours d'émission, puisque cette émission, elle est à nouveau enregistrée en live sur Twitch, comme on l'a dit dans les précédentes itérations du podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs, vous qui écoutez cette version audio à venir. Voilà, on est bien en live, on échange avec vous et ça permet d'avoir un dialogue un petit peu plus, on va dire, naturel, un petit peu plus organique que juste entre nous, donc n'hésitez pas pour les prochaines fois, on sera ravis d'échanger avec vous sur le chat. Et ce soir d'ailleurs, on avait envie de revenir sur Westworld, donc la fameuse série SF de Lisa Joy et Jonathan Nolan, diffusée chez nous sur OCS, et sinon sur HBO, alors que du coup la saison 4 vient de se terminer, une saison qui sera peut-être la dernière, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Salut, c'est Guillaume du futur. Bon, comme vous avez pu le constater, l'enregistrement de ce podcast a été fait avant l'annonce de l'annulation de Westworld. Vous entendrez donc dans cet épisode, à quelques occasions, qu'on va se poser la question d'une saison 5 ou pas. On se retrouve en fin d'épisode pour parler de ça. En attendant, bonne écoute. Après cette intro bien trop longue, j'ai envie de dire, passons au sujet de la soirée, passons à Westworld, et nous accueillons sur le chat ce bon vieux CHP qui vient quand même nous faire un petit coucou. Ah oui. Évidemment, c'est bien sympathique de sa part. Il nous aurait manqué sinon. Je vous propose de faire ça un petit peu en trois parties. La première, on va revenir un peu sur la découverte de la série, comment nous, en tout cas, on a découvert la série, qu'est-ce qui nous a plu, un peu les concepts, les choses qui nous ont marqué, et puis ensuite, on reviendra sur, évidemment, la saison 4, c'est ça qui nous occupera la majeure partie du temps, et puis on terminera sur nos attentes pour une éventuelle suite. Voilà, je pense qu'on conclura tranquillement là-dessus. On est ensemble pour une heure et demie, je pense. Installez-vous tranquillement alors que le chat se garnit. Salut Fanlou, j'espère que tu vas bien. Tu vois, ce soir on va parler comme tu aimes d'une série en particulier. J'espère que tu as vu Westworld jusqu'au bout. Salut Randall Flag, bienvenue à toi. Pour commencer, du coup, Briac, est-ce que tu peux nous pitcher un peu la série dans son ensemble, on va dire le concept et puis les différents éléments qui ont été égrenés sur les 3 premières saisons, histoire qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire? Yes, et alors du coup tu viens de le dire, mais on reprévient, on va spoiler parce qu'on est là pour parler de la saison 4, donc là forcément, attention, je vais dévoiler des choses qui se passent dans la saison 2, 3, etc. Donc pour rappel, Westworld, série qui est commencée en 2016 sur HBO, qui a été créée par la scénariste et réalisatrice Lisa Joy, qui avait travaillé sur des séries comme Pushing Daisies, Burn Notice, et qui a fait un long métrage il y a pas longtemps qui s'appelle Réminiscence, et son compagnon Jonathan Nolan, qui lui, donc peut-être un peu plus connu au moment où la série commence en tout cas, qui est le co-scénariste des films de son frère Christopher, et enfin pas de tous, et de la série Person of Interest. Et personnellement, moi c'était surtout parce qu'il avait fait Person of Interest que j'étais très intéressé de le voir arriver sur HBO, donc avec un plus gros budget, voir en quoi ça allait pouvoir changer des choses, et aussi parce que c'était finalement la première série de SF de HBO, donc c'était assez prometteur à une époque où on cherchait encore ce qu'allait pouvoir être peut-être le nouveau Game of Thrones d'HBO. Et donc Westworld, c'est une adaptation en série du film de 1973 Westworld de Michael Crichton, un peu l'inventeur du techno-thriller, donc l'auteur de Jurassic Park, qui a aussi beaucoup de points communs avec Westworld, et ça nous raconte donc ça nous montre un monde dans lequel il existe un parc d'attractions qui est une version fantasmée du Far West et qui est peuplé d'androïdes qu'on appelle les Hosts. Et en fait, donc on peut aller dans ce parc, on devient un invité, un guest, et on peut vivre une expérience immersive et laisser libre cours à ses propres fantasmes, parfois de manière très sordide, en toute sécurité, puisque les Hosts ne peuvent pas nuire aux invités, donc aux guests. Et les Hosts, en fait, suivent des récits préécrits qui s'appellent des boucles,
et leur mémoire est systématiquement effacée, ce qui les empêche de prendre conscience d'eux-mêmes, enfin d'acquérir une conscience. Ça, c'est les éléments au tout début de la série, et donc on va suivre à la fois des hosts, des guests et les dirigeants du parc, aussi bien la sécurité que ceux qui conçoivent les récits, etc. Et au début de la série, dans le pilote, donc il y a une mise à jour qui va commencer à créer des dysfonctionnements qui sont symbolisés par une mouche qu'on voit traîner un peu partout dans le pilote, qui donc le symbole d'un bug, parce qu'en anglais bug, insecte, mais aussi le bug informatique, et qui lance donc tous les problèmes qu'il va y avoir dans cette première saison, au fur et à mesure que donc certains autres vont commencer à changer de comportement, à se demander ce qu'ils font là, quelle est leur réalité, et petit à petit à se rebeller. Et donc cette première saison instaure vraiment le style de la série, donc autant des questions d'identité, avec des personnages qui font se découvrir eux-mêmes guests, enfin ils pensaient être humains, ils ne le sont pas, une narration complexe qui repose sur des mystères et aussi des changements de timeline, donc aussi une certaine confusion, un égarement du spectateur pendant une grande partie de la saison avant d'arriver à des twists en fin de saison, et des accès de violence. Et elle se conclut avec la révolte des hosts en fin de saison. La deuxième, elle, nous montre les suites de ces révoltes, ses conséquences, et se posait la question de l'émancipation en fait des hosts, et qui offrait deux possibilités. C'était soit de quitter le parc pour arriver dans le monde réel, ce qui était le choix d'une poignée d'entre eux, qu'on va suivre par la suite, ou sinon l'autre solution, c'était de partir dans une réalité virtuelle qui nous est évoquée là dans cette saison-là, qui s'appelle le Sublime, et dans lequel on va télécharger donc certains de ces guests. Et ça, c'était, moi je trouvais personnellement une solution super maligne à un problème qui était en fait soulevé par la première saison, c'était que Westworld étant une série très méta, comment les hosts peuvent échapper à notre regard, parce que nous en tant que spectateurs on est comme finalement les invités, on est dans le même rapport avec les guests. C'était comment on peut montrer la liberté des hôtes tant que on les voit. Ils ne seront jamais en liberté tant que c'est des personnages. Et donc le fait est que le Sublime on ne les voit pas, on ne voit pas ce qui se passe pour eux dans le Sublime, à part quelques bref aperçu. Donc c'est une solution très intéressante. Et c'est aussi une saison qui travaillait un petit peu plus la forme de l'épisode. On avait un épisode sur Akecheta, un personnage natif américain, un épisode sur William, donc l'homme en noir, et surtout un épisode sur Jim Delos, donc un des propriétaires du parc, qui introduit un problème qui va revenir par la suite dans la série, qui était l'impossibilité de transformer un humain en autre. En gros, le fait que ça ne marche pas quand on prend les mémoires, les souvenirs d'un humain, qu'on les met dans un autre. C'est ça, et ça finit toujours, l'autre finit toujours par complètement déconner, et ça ne marche pas. Et finalement, la saison 3 nous montrait le monde en dehors du parc, et on découvrait qu'en fait, bien sûr, les humains, en fait, sont eux aussi sous le contrôle, alors ici, eux, d'une intelligence artificielle qui s'appelle Rehoboam, et ils sont eux aussi coincés dans leur propre boucle. Rehoboam étant une intelligence artificielle créée par un milliardaire français qui s'appelle Serac, qui est joué par Vincent Cassel, et qui a été créé pour en fait créer une société parfaite, pour contrôler l'humanité et pour lui permettre donc de perdurer. Mais pour ce faire, les humains doivent sacrifier leur libre arbitre, donc leur liberté pour leur sécurité, et surtout il faut exclure certains membres qui s'appellent les outliers, parce que en fait c'est ceux dont Rehoboam ne peut pas anticiper le comportement. Et un des nouveaux personnages principaux de la saison, qui est joué par Aaron Paul, Caleb, fait partie de ce groupe, et on va le suivre pendant la saison, et finalement ils sont conclués avec la destruction de Rehoboam, et donc on laissait un peu en suspens les conséquences que ça aurait pour l'humanité, qui était maintenant supposément libre. Avec un final apocalyptique en saison 3, dans un concert presque d'explosions diverses et variées dans la ville. Merci Briac pour ce résumé. Je sais pas si Randall Flagg ça t'a plu, du coup tu trouvais la mission assez compliquée. Je trouve qu'on s'y retrouve assez bien. Avant de creuser les choses, toi Justine, comment tu t'as découvert un peu la série, ou en tout cas pourquoi t'as eu envie de te plonger dedans? Qu'est-ce qui t'a attiré au début? Moi, en étant une grande fan de Game of Thrones, entre 2011 et 2019, j'ai passé beaucoup de temps sur HBO. Voilà, fatalement, ce qui fait que quand Westworld est arrivé, il y a eu pas mal de bandes annonces, et c'est vrai que le concept est super intéressant. Moi, j'étais surtout intéressée au début par la notion de parc d'attractions. Et de ce que ça implique par rapport à mes goûts personnels et par rapport aussi à certains de mes sujets de recherche. Avant que la série commence, au moment où j'ai vu les premières bandes annonces, j'étais allée voir le film de 73 et sa suite, parce qu'il y a une suite qui fait mal aux cheveux quand même, je vous cache pas. Les Rescapés du futur, qui a été fait 3 ans après, je crois, quelque chose comme ça. Un peu plus.
Un peu plus, voilà, j'avais en tête la fin des années 70, mais voilà, donc ça m'a mis dans l'ambiance tout de suite, mais c'est vrai que la série après de HBO se démarque très nettement, que ce soit sur les enjeux philosophiques, où ils vont quand même un gros cran plus loin, et après bien sûr sur la représentation, j'ai envie de dire représentation typique de HBO, qui dans ses premiers épisodes montre ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire avec le grand spectacle, avec la possibilité de représenter de la violence graphique, avec de la nudité, etc. Ce qui est modifié en fait au fur et à mesure des épisodes et ensuite des saisons, où on a moins de nudité gratuite ou des choses comme ça, mais où voilà le propos prend une autre ampleur. Du coup voilà, moi j'ai découvert comme ça. Je me suis pas trop pris la tête sur la première saison encore parce que je suivais le mouvement. À partir de la saison 2, j'ai eu un peu mal au crâne. Au moment de la saison 3, je dis pas que j'ai décroché, mais j'ai moins aimé la saison 3 en fait parce que le rythme est différent, on n'est plus dans les parcs, on est vraiment à l'extérieur, il y a d'autres enjeux qui entrent. En revanche, j'ai refait les 3 saisons là avant de commencer la saison 4. C'est la 3e saison que j'ai préféré revoir. Ah ouais. Ouais. Okay. Parce que je trouve que ça approfondit plus les personnages. Et au passage, ça m'a permis de recomprendre tous ces doubles de Dolores, parce que voilà, il y en a 4 ou 5, un truc comme ça. Et quand tu le vois une première fois, clairement moi j'avais loupé des étapes, hein, donc voilà, ça a été pas mal de revoir ça. Et alors je découvre d'après ce que tu disais que peut-être il y aurait pas de suite, et ça me saoulerait quand même. J'aimerais bien une saison en plus, mais bon, on en parlera plus tard, je pense. On parlera tout à l'heure, effectivement. Il n'y a pas eu d'annonce de fait. On verra s'il y a des raisons d'y croire ou pas. Westworld a souvent été on a souvent eu peur que ça se termine. Je crois que les audiences n'ont jamais été vraiment à la hauteur de ce que HBO espérait. À part la première saison. Ouais, à part la première saison. Succès la première saison et après. Puis la première, il y avait la nouveauté, et après, il y a eu beaucoup, je pense, pour certains spectateurs, l'impression que ils faisaient du compliqué pour le plaisir de faire du compliqué, si tu veux. Ouais. Et weird for the sake of weird, et qu'on se retrouve avec des personnages qui sont en double, en triple, en quadruple, et que tu sais plus toi-même qui est robot, qui est host, qui est humain, pourquoi les gens font ça, pourquoi ils changent d'avis très rapidement aussi. Il y a voilà, quand on les revoit, on se rend compte qu'il y a des changements de direction assez abrupts parfois. Et voilà, je pense qu'il y a certains spectateurs qui ont pu se dire je me prends pas la tête avec ça, la vie est assez compliquée comme ça. Ouais, il y avait vraiment un vrai high concept, quoi. Enfin, c'était vraiment une série high concept, je pense, dans la première saison. Il y avait vraiment en tout cas, moi, c'est un peu ce qui m'a plu aussi dans la série. C'était à chaque fin d'épisode, on avait vraiment ce truc de se creuser un petit peu la tête pour se demander un peu où ça allait nous mener. Quand on a commencé un petit peu justement à comprendre que il pouvait y avoir des timelines différentes, qu'en tout cas il y avait des mystères, il y avait des choses. La saison 1 développait quand même tout un univers aussi corporate qui était assez mystérieux, avec la figure du coup de d'Hopkins qui était quand même qui a marqué quand même de son empreinte la première saison, et c'est vrai que la série a petit à petit quitté un peu ce truc là, je trouve, et on en parlera certainement pour la saison 4, de complexité narrative qui, je crois, surtout sur la saison 2, j'ai l'impression que autant la saison 1 les gens se sont dit un peu ils nous ont bien eu effectivement avec ces 2 timelines en parallèle, et puis le fait que William, du coup, c'était ce personnage qu'on découvrait au début comme un jeune homme fringant, très dont on pouvait pas soupçonner en tout cas qu'il allait ou qu'il était un psychopathe au fond de lui-même, et en même temps cette figure de l'homme en noir à côté, et donc je pense qu'il y a eu effectivement la continuation. Enfin, en saison 2 ça a été un petit peu moins maîtrisé, j'ai l'impression. En tout cas c'était plus complexe à comprendre. Moi j'ai eu souvent ce retour là où la saison 3 était pour le coup pas complexe sur les mêmes raisons, c'était presque plus complexe sur le côté technologique des choses, quoi, effectivement. Et tu l'as dit, évidemment, il y avait un lien qui était quand même assez fort avec Game of Thrones, même si peut-être on l'a créé de nous-mêmes ou qu'on l'attendait, mais le simple fait que Ramin Djawadi soit là aussi aux commandes et du thème principal et du générique, et de ces covers
je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression qu'elles ont aussi permis de faire ressortir un peu la série auprès d'un grand public, puisque il y avait un peu ce petit gimmick comme ça de régulièrement traiter des chansons pop assez populaires, assez cultes à travers le prisme du style de Djawadi sur la série, quoi. Ça, c'est quelque chose que vous avez apprécié, du coup. Moi, j'ai l'impression que ça a marqué quand même un peu Westworld. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie, mais peut-être de moins en moins, parce que je trouve que ça a vraiment perdu du côté surprenant que ça peut avoir au début, et du coup maintenant c'est ce morceau-là maintenant. D'accord, ok. on en est à celui-là. Et après, bon, ça c'est une question de goût, mais je trouve que Ramin Djawadi, il est efficace, mais c'est pas un compositeur hyper subtil dans ses arrangements ou dans la manière de. C'est ça. Et je trouve que certaines reprises, du coup, c'est vraiment un peu trop basique. Toi, c'est vraiment juste la mélodie au violon plaquée sur les accords de piano. Enfin bon, je caricature, mais ça me manque un peu d'inventivité par moment, je trouve, ou je sais pas, de subtilité dans l'arrangement pour que j'accroche plus que ça. Mais j'aime bien l'idée fondamentalement. Et il y a des moments, surtout dans la saison 1, c'est le Painted Black pendant le braquage, voilà, c'est le grand moment, et ça marchait à fond, quoi, c'est sûr. Et j'ai bien aimé, par contre, c'est quoi qui reprennent à chaque saison, d'ailleurs. C'est ça, c'est la reprise de Lana Del Rey, je crois, dans le début de la saison 4, qui marche très bien. Bon, on reparlera de cette scène, la fin du premier épisode de la saison 4 était vachement intéressante. Mais voilà. Mais ouais, moi, je suis presque l'inverse, moi, c'est-à-dire que moi je suis très fan de ces reprises de musique, et je pourrais en mettre 15 par épisode, je pense que ça m'irait. C'est la seule façon que j'ai d'écouter de la musique, je vais être honnête. J'écoute très peu de musique, et ce qui fait que le peu de connaissances musicales que j'ai, ça vient des films et des séries. Donc voilà, moi je suis ravie de découvrir des nouveaux trucs dans les séries, et ça fait des super belles reprises, voilà, dans la saison 1 notamment. Après, je suis assez fan de certains leitmotivs musicaux qui permettent d'aider à construire un petit peu la trame, la musique qui est liée à Dolores, etc. Après, le souci étant que, comme on veut jouer, la série veut jouer régulièrement sur qui est humain, qui est vraiment Dolores, qui sommes-nous, enfin voilà, il y a plein de questions philosophiques derrière, ce qui fait que ils peuvent pas nécessairement exploiter ces thèmes musicaux de personnages, parce que sinon ça révèle des trucs plus ou moins inconsciemment. Ça serait trop évident, ouais. Voilà, et donc je trouve d'un point de vue musical, ils se retrouvent bloqués par ça. Ils essayent d'emmener sur d'autres pistes, mais en même temps, enfin voilà, ça bloque. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Ça bloque un peu, et après effectivement, quand on suit un petit peu la musique du compositeur, que ce soit dans Westworld, dans Game of Thrones, on retrouve vite, on va dire, sa patte, ce qui marche bien. Mais comme là, il y a eu des très grosses productions de lui en finalement très peu de temps, en quelques années, là on l'a vu avec le premier épisode de House of the Dragon, musicalement on a l'impression que ça commence à tourner en rond. Donc voilà, après c'est un simple commentaire de spectatrice qui justement n'y connaît rien en musique. Donc c'est très facile de dire « Ouais, mais il se renouvelle pas, le garçon !» alors que je ne sais rien faire. Voilà. Donc j'ai conscience de cette ironie. C'est clair c'est sûr que c'était assez intéressant et peut-être quelque part novateur au niveau dans les premières saisons, en tout cas dans la saison 1, parce que effectivement de retrouver dans un saloon du Far West une chanson que nous en tant que spectateurs on reconnaissait, du coup ça créait vraiment un décalage qui était assez intéressant. Maintenant peut-être que effectivement on est plus sur un gimmick qui a perdu un petit peu de sens. C'est un petit truc qui m'avait gêné, en fait surtout à partir de la saison 2, parce que dans la saison 1 j'essayais de comprendre ce qui se passait déjà. Mais du coup en revoyant tu dis, si c'est des musiques que nous on connaît, des reprises qu'on repère, les personnages humains qui viennent dans le parc, tu te dis c'est des musiques qui doivent faire partie aussi de leur quotidien si on considère que c'est notre monde. Et du coup je me dis c'est un peu con au sens où pour eux ça rompt l'immersion, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont plus dans un monde de western, ils sont dans un simulacre, un avatar de monde de western. Donc voilà, c'était ma petite réflexion en disant mais là ils se sont trompés, tu vois. Alors qu'en fait pas du tout. Mais
En tout cas, les personnages ne le relèvent pas particulièrement, donc on peut imaginer que c'est pas tout à fait intradigétique en effet comme musique. Un petit tour par le. Ah, écoute, allez, vas-y, Briac. Le chat attendra. Quand j'avais travaillé sur la saison 1, j'avais interprété ça comme une manière pour la série de faire allusion au fait que c'est une série qui est tout le temps reprise. Donc elle reprend un film qui est déjà existant, mais elle reprend aussi plein de rebondissements de séries des années 2000, des idées de Lost, d'autres séries, et que du coup c'était aussi une manière de faire allusion à ça d'une certaine manière, que Westworld reprend des choses et elle le soulignait un peu de manière, c'est une œuvre assez postmoderne quoi, et du coup c'était une manière de l'aborder là. Pas bête. À voir si on peut continuer à penser ça en ayant vu toute la série. Est-ce que ça dure sur les 4 saisons? Je sais pas. Ouais, effectivement. Donc, côté chat, bonjour à Flagada qui nous rejoint, qui trouve que Westworld est une série incroyable. Donc, je pense qu'on aura quelqu'un de plutôt pour la série dans le chat, qui nous invite effectivement à réécouter le thème de Caleb pour l'aspect musical qui, a priori, lui a beaucoup plu, qui s'appelle Hope dans l'OST de la saison 3. Ça marche. Et nous indique que effectivement pour cette personne la saison 2 était chouette à revoir, mais le côté very bad trip de Bernard qui mène un plot twist moyen, voilà, au final c'était peut-être la moins bonne saison alors qu'elle contient 2 des meilleurs épisodes de la série. C'est vrai. Je pense que tu penses notamment à l'épisode avec le natif américain dont je ne me risquerai pas à dire le prénom, mais tu l'as très bien dit tout à l'heure, Akecheta, je crois, de mémoire. Flagada nous dit aussi que effectivement dans Person of Interest, Ramin Djawadi était aussi incroyable, qui a priori du coup composait effectivement aussi l'OST de cette série qui a pas mal de liens avec Westworld, yes. Forcément thématiquement et même on l'a dit tout à l'heure, les gens qui sont derrière, il y a forcément une filiation. Oui, l'expérience Flagada nous parle donc de l'épisode avec Akecheta et l'épisode de l'expérience de Delos qui voilà. Et d'ailleurs, cette saison est la seule qui, je crois, si je me trompe pas, à moins que ça soit la saison 3, mais il me semble que c'est la saison 2 qui se termine sur une scène post-crédit. Il y en a dans toutes les saisons. D'accord. Attends, tu veux dire qu'il y en a une dans la saison 4, là? Ah merde, j'ai pas fait gaffe s'il y en avait une dans Ouais, la moi saison non 4. plus, tu me mets le stress, là. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y en a une dans chaque Dites-nous saison. dans le chat si on a loupé la scène post-crédit de la saison 4, parce que personnellement, je m'en souviens pas. Ouais, donc il y en a pas dans la 4 apparemment. Non, okay. pas dans la 4. Ouais. C'est pas bon signe, ça, ouais. D'accord, ouais, je me souviens pas des autres, écoute, mais je me souviens d'une en particulier qui était assez incroyable, avec effectivement William qui retrouvait sa fille dans un parc à l'abandon, peut-être même un peu dans le futur, et qui est une des scènes dont on n'a toujours pas de réponse d'ailleurs aujourd'hui. Attention, ça commence à spoiler pour la saison 4, je vous préviens, vous rentrez tout doucement dans l'univers du spoiler sur la saison 4. Est-ce que vous avez, avant justement qu'on attaque cette partie, est-ce que vous avez encore quelques éléments à dire sur les premières saisons? Est-ce que c'est culte pour vous, Westworld, à ce stade, au niveau des premières saisons? Est-ce que pour vous, en 3 saisons, avant qu'on aille sur la 4, elle avait atteint un statut équivalent à d'autres séries très, très connues d'aujourd'hui, ou est-ce qu'il lui manquait un petit quelque chose? Pour moi, la saison 1, oui, pas forcément la suite. Voilà, au sens où ils ont posé tellement de bases de réflexion dans la première saison qu'en fait ils continuent à développer jusqu'à maintenant, que voilà, la première a été vraiment un choc esthétique et c'est pareil, ça contribue aussi à démocratiser la science-fiction pour le grand public qui aurait pas eu accès, hein. HBO continue un peu dans une dynamique lancée depuis globalement la fin des années 90 et surtout le début des années 2000, mais du coup ils ont tellement lancé ça dans la première saison que j'ai l'impression que les saisons 2, 3 et même la 4, ça fait que dérouler tout ça. Voilà, donc c'est en tout cas le sentiment que j'ai, au sens où les saisons d'après sont très cool, mais elles sont pas aussi surprenantes et innovantes. Voilà. Pourtant, ça met aussi la barre haut, mais voilà. Briac, un avis sur la question? Oui, c'est assez compliqué, il faudrait que je revienne sur mon rapport à Westworld, mais si vous avez 5 minutes. Mais
c'est que, alors effectivement, je sais pas encore, je pense que c'est un peu tôt pour savoir si c'est une série culte, puisqu'elle, c'est 2016 la première saison, donc c'est un peu dur de se replacer dans la place qu'elle va avoir, surtout voilà, effectivement, on n'a pas encore son histoire complète, on sait pas si elle va s'arrêter maintenant, jusqu'où elle va continuer, jusque, effectivement, les audiences ont quand même pas mal diminué tout au long de son histoire, et que, effectivement, quand on lit des commentaires, souvent, ça revient, c'est, la une était super, mais après, qu'est-ce que ça a perdu? Donc, est-ce que c'est cette image qui va rester de la série? Je sais pas, est-ce qu'on continuera à la regarder plus tard si c'est cette réputation qui continue? Moi, j'ai un rapport compliqué à Westworld parce que c'est une série dont j'avais apprécié le pilote et j'étais sorti un peu au fur et à mesure de la première saison. Il m'avait un peu perdu. Je trouvais que les twists que je trouvais un peu attendus, les personnages trop froids, j'avais du mal à vraiment à m'ancrer dedans malgré des choses qui me plaisaient, et vraiment j'avais du mal en me disant bon, on verra sur la 2. Et en fait, j'avais dû faire une communication dessus pour une journée d'études dédiée à Westworld, et en revoyant la série, j'avais complètement changé d'avis. Et en gros, moi, j'avais voulu montrer que les défauts de Westworld étaient en fait parfaits par rapport à ce qu'elle racontait et étaient en fait très cohérents. Donc j'ai pas fait ça, j'ai pas revu toutes les autres saisons après, donc j'ai des réserves dessus, mais ça se trouve en les revoyant complètement, je les aurais pu. Mais j'ai toujours un rapport où je peux pas parler de Westworld sans parler de la manière, les problèmes qu'elle me pose. C'est-à-dire qu'à chaque fois j'ai envie de l'aimer énormément et il y a des trucs qui résistent. Et en fait, dernièrement, je finis par peut-être trouver ce qui me gêne. Et alors, pour vous le faire très rapidement, je vais juste reprendre. David Birdwell, c'est quelqu'un qui travaille sur l'histoire des formes du cinéma. C'est un universitaire. Et en fait, il explique que la narration filmique, donc ça marche aussi pour les séries, ça repose, donc là il reprend des choses du formalisme russe, mais en gros sur la fable, donc l'histoire telle qu'elle se déroule, quoi, les événements dans l'ordre, le sujet, c'est-à-dire la structure ensuite, comment on structure la fable dans l'œuvre, donc par exemple s'il y a des flashbacks, etc. Et il dit, par rapport à la littérature, ce qu'on va avoir en plus, c'est le style audiovisuel dans un film, donc toutes les techniques filmiques qu'on va pouvoir utiliser, et donc le sujet, donc la structure et le style vont faire la narration. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que pour moi, Westworld a une fable super, c'est-à-dire que c'est vraiment génial, c'est passionnant toutes les idées qu'il y a dedans, il y a des échos, des choses qui sont construites, c'est vraiment très bien pensé. Et là où ça va plus coincer pour moi, c'est à la fois dans le sujet, donc dans la structure, donc dans parfois l'utilisation des flashbacks, des timelines, qui vont un peu, ça affecte le rapport émotionnel qu'on peut avoir à une histoire, et parfois j'ai l'impression que c'est pas forcément la meilleure décision à prendre, ça reste très subjectif, mais que si ça avait été montré, structuré d'une autre manière, j'aurais pu plus accrocher à certaines choses. Et deuxièmement, le style, parce que je trouve que, même si j'aime beaucoup la direction artistique de la série sur plein de points, j'ai des gros problèmes avec la mise en scène, je trouve qui manque de caractère, qui manque d'ampleur, surtout dans la saison 3 et 4, plus que dans les deux premières. Et l'exemple, je crois que j'en avais déjà parlé dans l'émission, mais il y a le passage de la saison 3 où Caleb, il prend la drogue. Jenna qui fait, en fait, qui te fait une expérience, basée sur des films, quoi. En gros, ça change ton... Ouais. Comment dire, ton appréciation de la réalité, et je trouvais que la mise en scène ne jouait pas du tout assez là-dessus, que ça manquait vraiment d'idées, et c'est quelque chose qui revient pas mal pour moi dans Westworld. Donc voilà, j'ai ce problème avec Westworld. D'ailleurs, avant que la saison 4 sorte, je relisais le résumé de la saison 3, j'étais genre, c'est super toutes ces idées, c'est vraiment bien pensé, et en même temps j'ai un mal fou avec la saison 3. À la regarder, je prends aucun plaisir, c'est ça qui est terrible. Donc voilà, si je reviens, et en même temps j'aime quand même Westworld, c'est quand même compliqué. Et j'ai envie encore de continuer à l'aimer, et là je suis encore partant pour une saison 5 si elle existe, je serais vraiment heureux si elle arrive. Donc voilà. Ma réponse très compliquée. Non, c'est hyper intéressant. Effectivement, de toute façon, cet aspect culte, il va être différent d'une personne à l'autre, ça c'est clair. Mais je te rejoins un peu sur un aspect, c'est que Westworld a une ambition presque trop importante pour son propre bien, quoi. Et c'est vrai que sur la saison 3 et la saison 4, ça se ressent d'autant plus, autant que sur la première saison, on était dans le contexte du parc, et en plus d'un parc du Far West, donc quelque chose qu'on est aujourd'hui très facilement capable de reconstituer. Enfin, aux États-Unis, j'imagine qu'il y a plein de lieux de tournage qui peuvent être accessibles, etc., etc. Enfin, même s'il y avait aussi plein d'autres décors, mais en tout cas, on était sur quelque chose de beaucoup plus restreint. Là où plus la série avance, plus elle prend effectivement une ampleur qui doit être en fait tout simplement coûteuse, quoi, et qui fait que quelque part
ça rend le récit à la fois trop important pour ce qu'on arrive à nous montrer et en même temps l'oblige à prendre quelques raccourcis, et surtout que je crois que dans la dernière saison il y a moins d'épisodes, puisqu'il me semble qu'on a 8 épisodes au lieu de 10. Donc effectivement il y a certainement dans la gestion de toutes ces idées une espèce de gourmandise qui un peu aurait dû être trié avant d'avancer, quoi. Flagada nous dit: pour moi la série est dans la lignée de Lost et Mr. Robot, des séries qui visent l'introspection plutôt que l'action. Elle aura sûrement un succès d'estime après coup, comme ces deux séries que j'ai citées. Ça reste effectivement une série qui est très bien, enfin qui reste qualitative à plein d'égards par rapport à plein d'autres, donc c'est sûr que il y a des gens qui risquent de la retenir de toute façon, ça c'est sûr. Et on nous dit aussi, petite anecdote, Jonathan Nolan a réalisé l'épisode genre et l'a considéré comme un de ses meilleurs travaux. Pour moi, c'est le plus mauvais épisode de la série. J'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à transmettre ses idées. Alors je me souviens plus quel est cet épisode. Et on dit bonjour à Gillick qui nous rejoint sur ce live et qui pour le coup a préféré justement cet épisode. Donc comme quoi hein, donc vraiment. voilà, comme quoi. Tu vois, tu parlais du coût aussi engendré par au fur et à mesure des saisons, et là on voit avec les images qui tournent des saisons, notamment des saisons 3 et un peu les saisons 4, on se retrouve avec enfin c'était déjà le cas dès la première saison, mais il y a une très grosse attention qui a été portée à la photographie dans la série, ce qui peut être très bien, hein, c'est au contraire, on a la chance d'avoir des très belles productions. Le souci étant que j'ai l'impression que par moment, on est tellement focalisé sur la photographie, sur ce côté, ça va faire un très beau fond d'écran, que ça suit pas derrière. Ou que on est tellement pris dans la photographie que l'intrigue suit pas. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a un décalage, j'arrive pas bien à mettre le doigt dessus, mais que ou alors c'est tellement beau qu'on n'arrive pas à se projeter dedans. Enfin je sais pas, moi il y a quelque chose qui me bloque à ce niveau-là, qui fait que alors voilà, c'est magnifique, et que si on fait arrêt sur image sur quasiment tous les plans, c'est très travaillé, il y a des très beaux effets de lumière avec des effets de nuances, de clair-obscur, etc., qui renforcent aussi toute l'ambiguïté de la narration, mais je trouve que ça sert pas suffisamment le récit, ça sert pas suffisamment la construction et l'évolution du récit, plus exactement. Voilà, je sais pas si c'est clair, à mon avis pas du tout, mais c'est très beau, mais j'ai envie de dire voilà, et qu'est-ce qu'on en fait quoi maintenant? Ouais, c'est sûr que dans la saison 3 et 4, on a vu un peu une recrudescence de plans qui qui joue de son architecture plus urbaine forcément, et donc qui crée tout un rapport au reflet, à la vitre, à la symétrie, etc., qui peut être intéressant, mais qui parfois on a l'impression effectivement qu'il est qu'il espère se suffire à lui-même, et qui c'est pas assez le cas quoi. Moi ça m'a fait bugger sur certains plans, quand je crois que c'est au pied de la tour, pour arriver à la saison 4, on a une espèce de d'esplanade avec de l'eau. Alors il y a de l'eau partout, de toute façon, c'est pas anodin non plus, mais il y a une espèce de nid en bois, qui fait très pseudo-reconstruction naturelle dans un truc très urbain. Oui. Et moi, j'ai bugué pendant 5 minutes, ce qui fait que j'arrivais pas à suivre l'histoire en me disant, mais pourquoi l'architecte, il a fait ça, en fait, tu vois? Je bloquais sur la construction en me disant, mais... Trouvez-moi l'architecte. Voilà. J'étais peut-être trop dedans, du coup. Ouais, non, c'est effectivement, il y a le rapport au nid, il est évident visuellement, il y a vraiment ce truc-là, effectivement, il y a des artistes d'art contemporain qui bossent beaucoup là-dessus, et bon, j'ai pas essayé de creuser plus, mais effectivement, c'est vrai que ça a créé un accident visuel quelque part que tu as envie de regarder et analyser, mais bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir des idées super intéressantes sur l'explication de pourquoi c'est là, certainement. Éclairez ma lanterne, s'il vous plaît.
Expliquez-moi pourquoi on a un nid à cet endroit. On a un nid parce que on est effectivement dans l'antre de la mer, peut-être, tu vois. Il y a ce rapport évidemment à Charlotte et tout ça, quoi. Mais bon, on est déjà en train de parler de la saison 4 là. Donc mes amis, je vous propose qu'on y aille franchement. Dernière alerte aux gens qui nous suivraient sur le chat et qui seraient pas à jour sur la série. On va rentrer du coup dans la saison 4 et surtout on va en fait spoiler comme des cochons, hein, j'ai envie de dire. On se le disait, on peut pas ne pas parler de l'entièreté de l'histoire ou en tout cas de détails etc de la saison 4 pour aller un peu plus profondément dans cette saison. Donc si vous êtes encore là et que vous avez pas vu la série, n'hésitez pas à revenir. Regardez la série, revenez, regardez le replay ou écoutez le podcast quand il sera disponible, ça sera aussi très bien. En attendant, Justine, je te propose, si tu le veux bien, de résumer un peu cette saison, nous rappeler un petit peu quels sont les enjeux, et puis faire une petite étude rapide de la saison avant qu'on rentre dans le vif du sujet. J'ai essayé de réfléchir un petit peu en revoyant la saison 4. J'ai essayé de réfléchir aux arcs narratifs principaux parce qu'en fait on peut se perdre aussi facilement dans des détails. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel en étant clair, ce qui est pas forcément gagné. Donc j'espère ne rien oublier en route. Quand la saison 4 débute, on se trouve 7 ans après la fin de la saison 3. Donc c'est bien, on a bien le temps d'oublier les arcs narratifs qui précèdent. On est donc 7 ans après et Caleb et Maeve ont fini en fait de traquer les restes de cette espèce de super ordinateur Jéroboam ou Rehoboam qui prédisait et contrôlait en fait les vies humaines. Ils avaient détruit une grosse partie à la fin de la saison 3 et en fait ils ont continué pendant quelques temps à détruire tout ce qui restait. Pendant ces 7 années, ils se sont séparés et Caleb a fondé une famille. Il a eu une petite fille qui s'appelle Frankie. C'est important pour la suite. Pendant ce temps, Charlotte, qui est donc en fait un host, qui, alors, je rappelle très rapidement, mais qui était en fait un des doubles de Dolores, mais qui est redevenu plus ou moins Charlotte. Ouais, vous avez oublié ça vous aussi, hein, bah voilà. Clairement. Mais donc pendant ce temps, Charlotte, qui avait pris un peu le pouvoir dans toute cette entreprise, a continué à étendre son emprise économique et politique sur le monde entier en remplaçant des personnes importantes, en les éliminant, hein, clairement, en les remplaçant par des robots, des hosts. Et en parallèle de ça, avec son entreprise, elle a créé des mouches qui infectent les humains en les rendant contrôlables. Ils se rendent compte qu'ils ont fait pas mal de tests et que c'est efficace sur certains adultes, mais c'est surtout très efficace sur les enfants. Ce qui fait que ils vont contrôler toute une génération d'enfants et que la génération suivante grandit sous le contrôle en fait de cette compagnie. Grâce à une immense tour très moche au passage qui émet des sons qui vont permettre de contrôler les humains en fait comme si c'était des robots qu'on avait programmés. Ce qui fait que la frontière entre host et humain est de plus en plus ténue au fur et à mesure de cette saison. Donc les humains sont régis par des arcs narratifs ou des boucles qui vont être écrits par une certaine Christina qui est en fait Dolores, coincée dans un genre de simulation parce que Charlotte l'a mise là et au cours de la saison Christina, que je vais appeler Dolores pour simplifier, découvre au fur et à mesure ce contrôle qu'elle a et que ce qu'elle écrit sert en fait à manipuler des gens. Et donc ce contrôle dont elle dispose est donc la nécessité pour elle de retrouver à la fois son identité, sa liberté et sa conscience. Pendant ce temps-là, Maeve et Caleb continuent de lutter contre les restes de Jéroboam et contre Charlotte de façon générale et contre son entreprise, si bien qu'ils vont être tués dans l'opération, mais c'est la joie de Westworld, ils vont être tous les deux reconstruits au cours de la saison sous des formes de host. Donc dans le cas de Maeve, elle va être réparée et reconstruite correctement. Et dans le cas de Caleb, le temps va passer, si bien que d'un humain mort, il va devenir un host
et même plusieurs, parce qu'ils vont faire un grand nombre de copies, j'ai arrêté de compter, de lui pour réussir justement à le contrôler. Et quand je dis que le temps passe, c'est que dans la première partie de la saison, on se situait donc 7 ans après la saison 3. Là, on se situe petit à petit 23 ans après cette timeline. Voilà. Ce qui fait que je disais que les enfants avaient été infectés par des mouches et grandissaient et étaient contrôlés par Charlotte. Ces enfants sont devenus des adultes et on a donc toute une partie de la population mondiale, une énorme partie de la population mondiale qui est contrôlée par cette fameuse tour qui émet des bruits. Il y a toutefois quelques résistants qui ont réussi à échapper à ça et qui sont traqués par les robots. Et parmi ces résistants, on va retrouver une certaine Frankie, la fille de Caleb. Waouh, magnifique. On l'avait pas vu venir, ce coup-là. Ce qui fait que 23 ans plus tard, en fait, elle participe à une forme de résistance et elle va être aidée par ceux que j'appellerais les hosts héros de la série, à savoir Caleb qui est désormais un host, Maeve qui est toujours là, mais on retrouve aussi Stubbs et Bernard qui essaient en fait d'arrêter Charlotte, qui essaye de libérer l'humanité selon un plan qui a été établi par Bernard, qui a pu faire des tas de simulations un peu façon Doctor Strange en mode Endgame. Voilà, il a vu qu'il y avait une possibilité pour sauver tout ce petit monde, donc il va mettre en place tout un plan pour pouvoir essayer de sauver quelque chose, parce que clairement il pourra pas tout sauver, pendant que au contraire Charlotte, aidée de William, qui ensuite finit par la trahir, veut au contraire mettre un terme à l'humanité, parce que ils se sont rendus compte que les méchants humains ont une mauvaise influence sur les robots, sur les hosts. Ils les font questionner en fait la nature de leur propre réalité, si bien qu'on a de plus en plus de hosts qui sont poussés au suicide. Et voilà, Charlotte se rend compte que son plan a pas marché et elle préfère liquider l'humanité, ou en tout cas mettre dans un coin en attendant de pouvoir faire mieux. William, qui est un robot, un host, je sais que c'est pas vraiment des robots, mais c'est beaucoup plus simple. Pendant ce temps, William prend lui aussi une forme d'indépendance, tue le vrai William, qui n'était finalement pas mort à la fin de la saison 3, mais qui avait été cryogénisé. On reste dans une esthétique de parc d'attractions façon Disney, clairement, avec un des fondateurs cryogénisé. Et donc, voilà, William prend son indépendance, il tue le vrai William, il tue Charlotte, mais qui revient. Voilà, sinon c'est jamais fun. Et tout ce petit monde, avec toutes ces luttes, essaye d'atteindre le Sublime, ce qui dans la saison 2 était justement The Valley Beyond, cette espèce de paradis, cloud pour les hosts. Certains essayent de l'atteindre pour pouvoir être tranquilles, d'autres essayent de l'atteindre pour pouvoir le détruire, ou aller tuer tout le monde globalement. Sauf que quand William prend son indépendance, il fait pas les choses à moitié, clairement. Et il décide de reprogrammer à la fois les hosts qui sont dans le monde et tous les humains qui sont contrôlés par les fameux bruits de la tour, pour que tout ce petit monde s'entretue sur la planète, visiblement. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté, pour ne laisser globalement que lui qui pourrait aller se faire plaisir et tuer tout le monde dans le Sublime. Il a vraiment pété un câble, je pense, au fur et à mesure des saisons, je pense qu'on peut le dire. Ce qui fait que on a l'idée à la fin de la saison que l'humanité est décimée parce que tout le monde est en train de s'entretuer. Ça va se faire petit à petit. Et je pense que si on a une saison 5, on se rendra compte que il y a des survivants qui se sont terrés par-ci par-là, façon n'importe quel film de zombies, globalement. Mais voilà, l'humanité est morte, ou en tout cas sur le point de mourir, mais heureusement, Bernard avait justement ce fameux plan, pas du tout compliqué, c'est ça qui est bien, qui vise à sauver quelque chose. Et il se rend compte que si on peut pas sauver l'humanité, on pourra peut-être sauver une forme d'espoir à travers les hosts, à travers ces robots. Et il va placer cet espoir en Christina / Dolores, pour lui confier la mission de reconstruire quelque chose
dans le Sublime, reconstruire une forme de nouveau monde et de paradis, parce que Dolores est persuadée que les hosts peuvent être meilleurs que les humains, meilleurs que ce qu'ils ont été jusqu'ici. Et donc, voilà, là on est vraiment sur la fin de la saison 4, sauf s'il y a une scène post-générique que je n'ai pas vue. Mais on a l'idée de Dolores qui reconstruit un Westworld, elle reconstruit un monde de western, mais peuplé uniquement de hosts, si j'ai bien compris, surtout interrompez-moi, pour reconstruire une nouvelle possibilité et refaire un nouveau parcours qui, cette fois, avec un peu de chance, ne mènerait pas à l'extinction totale de la vie. Bravo, franchement. Ça ressemble pas à grand-chose, mais voilà. L'exercice était compliqué, mais je pense que tous ceux qui nous écoutent auront une bonne vision du coup des différents arcs narratifs qui ont composé cette saison 4. Désolé, ça part dans tous les sens, mais... Flagada va nous préciser un détail a priori dans le chat. En tout cas, merci Justine. Alors, c'est vrai que comme on le dit comme ça, c'est une série qui est riche, c'est une saison qui est riche d'éléments. Il y a beaucoup de choses et il y a notamment une temporalité qui est vraiment très distendue, puisqu'on a 2 sauts temporels assez importants dans la série, enfin un qui est vraiment très très important et un autre, celui du tout début, qui est quand même conséquent avec quelques années, au moins une petite dizaine d'années, puisque Caleb a eu le temps d'avoir une fille dans le laps de temps qui sépare la saison 3 de la saison 4. Et donc effectivement beaucoup de choses à dire sur cette saison pour Westworld qui a eu moins d'épisodes et qui se conclut sur quelque chose qui pourrait éventuellement être une fin, ou en tout cas une espèce de recommencement, comme le dit Bernard, one last game, une dernière partie pour essayer de, presque comme au poker, essayer de sauver la mise et de récupérer à peu près tout, quoi, ce qui a été perdu en l'espace d'une saison. Flagada nous dit une des clés de la série Tous les robots sont une part de Dolores, et surtout un des thèmes c'est l'immortalité, mais pas forcément du corps. On vit aussi longtemps que quelqu'un se souvient de nous. Dolores va se souvenir dans la saison 5 de toutes ces personnes pour refaire une itération de Westworld. C'est effectivement un des trucs, je trouve, qui est un peu compliqué à comprendre. C'est que Christina, donc / Dolores, se rend compte effectivement qu'elle est une simulation elle-même, qu'elle est une intelligence artificielle, en tout cas un reliquat de ce qu'était Dolores avec sa perle de conscience. Et puisque finalement, à la fin de la saison 4, le monde tel qu'on le connaît est totalement anéanti, puisque en gros les humains et les autres se sont entretués jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que quelques-uns. C'est dans le monde virtuel que va pouvoir se reconstruire une civilisation, ou en tout cas quelque chose d'un peu plus un peu moins disloqué, quoi. Donc là-dessus, je trouve que on reparlera peut-être de la fin tout à l'heure, mais en tout cas j'avoue que moi aussi ça s'est un peu précipité, cette révélation, et ce qui s'est passé vers la fin par rapport à tout ça, c'était un peu précipité. Briac, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 4 donc? Je sais que tu m'as dit que c'était une saison un peu en dents de scie pour toi. Alors ça va être un peu parce que moi je l'ai fini hier soir, en fait, j'avais un peu de retard et donc je suis pas encore forcément sûr de ce que j'en pense. Je peux pas vous donner un avis définitif. Et comme je vous l'ai dit, en plus, quand j'ai revu la première saison de Westworld, j'ai complètement changé d'avis dessus, donc j'ai juste quelques éléments. Ce que j'ai aimé en particulier, c'est que pour une fois, Westworld n'a pas essayé de trop garder de choses pour la fin de saison, et que ça a été peut-être un peu mieux dispatché dans l'information. Par exemple, j'ai trouvé que on devine assez rapidement, je trouve, que Bernard et Stubbs sont pas forcément dans la même timeline que les autres personnages. Mais je pensais pas que on atteindrait, en gros, que tous les personnages se réuniraient aussi rapidement, parce que c'est à la fin de l'épisode 4, si je me souviens bien, que d'un coup on a le time jump et tout. Et ça, je pensais que ça arriverait beaucoup plus tard, que en tout cas cette situation elle serait éclairée, et finalement c'est cool que ça aille aussi vite, et qu'en plus ça nous place dans une situation super intéressante qui est le monde dirigé par Dolores Hale, et l'idée d'avoir l'inversement du parc, où cette fois-ci c'est les guests qui dirigent, qui jouent avec les autres qui jouent avec les guests, etc. Donc le reversement de la saison 1, tout ça. Ça, j'ai trouvé ça très bien.
très intéressé aussi par cette fin, cette idée de, si on a une saison 5 effectivement, de transformer Westworld en boucle et de refaire la boucle et de venir jouer avec toutes les références qu'on peut avoir à la saison 1, de toutes les moindres dans les moindres détails, de rejouer cette idée-là. Je trouve ça toujours super intéressant de toute manière. Et moi, une scène qui m'a vraiment énormément plu, en fait, c'est dans le tout premier épisode. J'étais pas hyper convaincu par le premier jusqu'à cette fin en fait, sachant que donc moi on n'a pas parlé trop, on a parlé un tout petit peu de la saison 3, mais moi aussi un de mes blocages sur la saison 3, enfin il y en a deux, c'est que je trouve que la représentation du monde est pas hyper intéressante, du monde en dehors du parc est très cyberpunk, assez classique, enfin moi elle est très bien faite, mais elle était pas aussi évocatrice que le parc, et du coup, c'est dur d'essayer de rentrer dedans. Alors après, finalement, c'est logique, puisque les gens qui vivent dedans ont besoin d'aller dans le parc, parce que donc, c'est-à-dire qu'eux aussi se font chier dans leur propre monde, d'une certaine manière. Donc, c'est logique que ça soit pas aussi intriguant. Bon, il y avait ça, du coup, qu'on retrouvait pas mal en début de saison 4. Et l'autre problème que j'ai, alors moi, c'est plus dur, mais c'est, Aaron Paul en Caleb, qui est un acteur que j'aime bien, mais je suis vraiment pas convaincu par le personnage de Caleb, je trouve vraiment pas très très intéressant. Et l'interprétation de Paul, pareil, je trouve qu'il joue tout un peu de la même manière, et du coup j'ai eu du mal avec lui dans la saison 3, et début de saison 4 j'étais putain c'est reparti avec lui, ça va être compliqué. Et en fait c'est ça. Et par contre j'ai beaucoup aimé donc il y en a même plusieurs. Ouais c'est ça, attends, 15 KLM mais c'est pas possible, arrêtez. Mais et par contre la toute fin de l'épisode 1, alors si vous vous souvenez, c'est Dolores, donc Christina, qui est en fait en train de réfléchir, qui dit que elle avait envie d'écrire un happy end, enfin en gros une fin positive. Elle dit bon, tout le monde en gros les gens s'en fichent, on se moque de moi, mais moi j'ai envie d'écrire une fin positive. Elle est sur son balcon, et là il y a donc le morceau de Lana Del Rey qui commence, et on voit Teddy. Et cette scène, elle est super intéressante parce que, en fait, moi, juste avant, j'avais vu une communication de Sarah Hatchell, dont on a déjà un peu parlé dans l'émission, mais donc, qui est une chercheuse qui travaille sur les séries et sur Shakespeare. Et, en fait, récemment, elle avait parlé du fait que, les pièces tardives de Shakespeare, sont particulières parce qu'à la place des tragédies qu'il a pu faire avant, on a des fins, alors où on dit que on transforme les souffrances des personnages en joie nostalgique, donc souvent elles provoquent un peu un rejet de la part donc des personnes qui vont les voir parce qu'elles ont une fin un petit peu ouverte, positive, on se reconnaît, on se transforme, etc., qui sont très différentes des fins de tragédie. Or là, on a donc une série qui cite en permanence Roméo et Juliette, avec These Violent Delights Have Violent Ends. Je ne vous cache pas que ça ne se finit pas très bien, Roméo et Juliette. Et là, on est dans une scène qui rejoue la scène du balcon de Roméo et Juliette, dans laquelle le personnage dit « je veux faire une fin positive ». Et donc, qui ouvre vers ces romances tardives de Shakespeare, et donc une manière différente d'écrire, et donc sortir de la tragédie. Et c'est une proposition que je trouvais super intéressante. Alors, est-ce qu'on en est là ? Peut-être, c'est la voie qu'ouvre la fin de la saison 4, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment voir cette saison 5 si on poursuit dans cette direction qui est évoquée par cette toute fin d'épisode 1. Et moi, c'est vraiment, je pense que j'ai préféré, c'est ça, en fait. Dans après, la série. Une fin positive, ça peut être justement cette reconstruction d'un nouveau monde. Pour les hosts, c'est extrêmement positif. C'est ça. Même si l'humanité s'est entretuée dans d'atroces souffrances, tu vois. C'est une notion de la fin heureuse, qui est bien spécifique, mais c'est techniquement possible. Disons que c'est encore un point d'interrogation, parce que Dolores dit je vais faire un dernier test, on fait un dernier jeu, et on ne sait pas là où va aboutir ce dernier jeu. Est-ce que ce sera définitivement non, c'est fini, ça vaut pas le coup, faut qu'on mette fin à toute forme de conscience, ou est-ce que s'il y a peut-être une possibilité. C'est pour ça qu'on la veut cette saison 5. Justine, ton retour, enfin un premier retour sur cette saison 4, comment tu l'as perçu ? Est-ce que tu as été embarqué ? Alors, oui et non. La réponse qui sert à rien. Je vais commencer par rebondir sur... Tu es normande, non ? Exactement, voilà, d'adoption. Je vais commencer par rebondir sur ces références permanentes à Shakespeare. Parce que justement, moi, ça m'a un peu gonflé, mais je pense aussi parce que j'ai enchaîné en fait la saison 4 de Westworld et la saison de The Sandman. Et ok, on a compris que Shakespeare c'était important, mais enfin arrêtez quoi, il y a pas que Shakespeare dans la vie, et ça m'a un peu gonflé au sens où dans tous les épisodes, t'as du Shakespeare d'une façon ou d'une autre, et ce qui est à la fois très bien, mais un peu voilà, j'ai un peu saturé d'avoir les deux back to back. Et voilà, donc effectivement Roméo et Juliette, tu vas me dire mais arrêtez, en plus ils ont 13 ans, c'est insupportable. Enfin voilà. Non mais c'est tout. C'est mon côté un peu blasé, trop de Shakespeare, tue le Shakespeare. Oui.
Donc voilà. Après, il y a des trucs qui c'est pas qui m'ont pas plu. Je trouve que ça marchait pas trop bien avec justement cette histoire de saut dans le temps, parce que le fait qu'on soit une petite dizaine d'années, 7 ans après la fin de la saison 3, ok, je trouve que ça marchait bien. Mais le fait qu'on se retrouve ensuite 23 ans plus tard, le seul intérêt que j'ai vu véritablement, c'est que on a justement toute une génération qui a grandi, qui est la génération de Frankie, et en fait on va surtout s'intéresser à ce personnage-là. C'est pour ce personnage-là qu'on a un saut dans le temps. Parce qu'en fait, vu que 90% des autres, c'est soit des hosts, soit des personnages imaginés par Christina Dolores, ils vieillissent pas. Donc même si on a différentes temporalités, on n'a pas de signe de vieillissement. Et c'est quelque chose qui m'avait gêné un peu dans la première saison de The Witcher, où on avait 3 chronologies différentes qui étaient imbriquées, et le souci étant que les personnages ne vieillissaient pas, parce que on avait la seule qui avait été susceptible de vieillir, c'était la princesse Ciri, et en fait sa temporalité à elle, ça se passait je crois sur 2 semaines, donc forcément il n'y a pas de vieillissement. Et les autres personnages sont pas des immortels, mais en tout cas qui ont une magicienne et un sorceleur, qui font que ils ont pas de signe de vieillissement, même si on a 80 ans qui passent. Et ce qui fait que pour les gens qui par exemple connaissaient pas les livres, c'était un peu compliqué. Là, j'ai retrouvé la même difficulté, au sens où on n'a aucun signe qui nous permet de voir que le temps a passé. On peut même pas s'appuyer sur des éléments d'architecture, parce que l'architecture justement elle est très lisse, très idéale. Voilà, c'est un plan d'architecte avec un nid, donc au milieu on ne sait pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça très lisse et du coup très fade. Mais parce que c'est l'idée aussi que c'est des mondes qui sont contrôlés, hein, donc c'est volontaire. C'est contrôlé par Jéroboam et ensuite par Charlotte et Delos, pour justement que ça soit carré, que chacun soit à sa place, etc. Donc c'est cohérent. Mais je trouve que du coup ça manque de vie, ça manque de profondeur. Et ce qui fait qu'on peut pas s'appuyer sur ces éléments architecturaux ou ces éléments de vestimentaires par exemple pour voir que on a 20 ans qui sont passés. Vous prenez n'importe quelle photo de vous il y a 20 ans ou de vos parents, vous vous rendez compte que la mode a changé. Donc voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais parce qu'on n'a pas ça, en fait qu'on soit je sais plus quand ça se passe, mais qu'on soit en 2050 ou en 2070, la seule différence qu'on a, c'est que la technologie est un tout petit peu plus avancée pour faire des trucs absolument exceptionnels, mais qui de toute façon, pour nous, sont futuristiques, donc il n'y a pas trop de différence, si vous voyez. Donc voilà, c'est ce côté temporalité il me manquait quelque chose pour y croire. Voilà, au fait qu'on était passé, on avait sauté 20 ans, et le seul personnage de Frankie, ça me suffisait pas. J'aurais voulu que le monde soit vraiment parti en sucette 20 ans après ou quelque chose comme ça, que je veux pas qu'on se retrouve dans Mad Max, mais voilà, il me manquait des éléments même esthétiques pour passer de l'un à l'autre. Ça c'est vraiment pour la partie visuelle avec ce système de timeline. Après, j'aime bien la saison parce que on retrouve plein de personnages qui étaient morts et qui en fait sont pas morts. Parce que moi je suis fan de Maeve et que voilà, il y a Maeve, donc je suis contente. Je suis très paradoxalement fan de William parce que c'est quand même un gros taré, et j'aime beaucoup l'acteur aussi, donc voilà, ça marche pour moi à ce niveau-là. Et mon petit coup de cœur, puis l'acteur quoi. Mais voilà, l'acteur franchement voilà, il peut faire ce qu'il veut. Et mon petit coup de cœur, c'est que dans cette saison, même si elle a un rôle extrêmement limité, on a l'actrice Ariana DeBose, qui est voilà mon coup de cœur perso depuis quelques années. Donc rien que parce qu'elle était dedans, de toute façon, j'aurais regardé la saison, si vous voulez. Donc quoi qu'il se passe, voilà, je trouve que le personnage n'était pas assez exploité, mais c'est le principe aussi. C'est parce que c'est un. Qui joue quel personnage c'est la colocataire de Christina. La roommate, ouais, ok. Dont on apprend que c'est sa partie d'elle qui est choisie de voir l'aspect positif des choses, quoi. C'est ça, et qui est alors après qui est un personnage intéressant au sens où elle va ramener, quand je crois que c'est dans le tout premier épisode où elle propose 2 paires de chaussures
à Christina une paire de chaussures blanches, une paire de chaussures noires, faisant écho au choix de chapeau de cow-boy blanc et noir dans la première saison. Ouais, c'est pas mal. Après, pour ce rappel esthétique, quand tu sais que les chapeaux en fait servent à contrôler, à lire les pensées des gens, le parallèle avec les pieds tout de suite est beaucoup moins intéressant. Mais voilà, voilà des effets de parallèle comme ça, des effets de boucle justement qui je trouve fonctionnent très bien. Et rien que pour ça, je sais même pas si finalement j'ai envie d'une saison 5, parce que je trouve qu'on a un côté cyclique là qui est bien proposé quand même à la fin de cette saison 4. Ouais, c'est vrai. Pour ma part, moi j'avoue être un petit peu déçu de cette saison. Westworld, c'est une série que j'aime beaucoup, j'aime ses thèmes, j'aime ce qu'ils arrivent à nous proposer de manière générale dans l'aspect science-fictionnel des choses et tout ça, donc ça me plaît plutôt bien. Et là j'ai trouvé pour la première fois, alors déjà j'ai trouvé, ce qui n'est pas forcément un défaut, que on était moins dans une complexité narrative que dans les précédentes saisons. Alors certes il y a plein de clins d'œil, il y a plein de choses à décrypter, il y a plein de trucs à voir et tout ça, mais de manière global sur la manière dont sont intriquées les différentes storylines. Finalement c'est assez linéaire, comme tu le disais Briac, on arrive assez vite à cette révélation, mais en fait qu'on avait quasiment deviné depuis la fin de la saison 3, et donc effectivement c'était ça, la scène post-gen de la saison 3, c'était Bernard dont on voit qu'il se réveille tout couvert de poussière et tout ça après avoir été dans le Sublime, donc dont on sait qu'effectivement il y avait le temps qui s'était passé par rapport à ça. Bref, donc ce que j'ai interprété en me disant ok, ils ont un peu retenu une certaine leçon de la série est un peu trop complexe, il faut simplifier un peu les choses pour que peut-être les gens reprennent un peu le train en marche et soient peut-être adhèrent un peu plus à cette saison. Je sais pas, peut-être que c'est pas ça c'est pas ça qui a guidé la manière dont a été écrite cette saison, mais voilà. Dans ce cas-là, je veux dire, les gens qui ont décroché en saison 2 ou en saison 3, je les vois mal revenir en saison 4, parce que si tu veux comprendre la saison 4, t'es obligé d'avoir vu, et si possible revu il y a pas longtemps. Là. Non, mais c'est sûr. C'est pour ça, je dis, c'est vraiment pas pour ça, c'est peut-être pas pour ça que, quoi, mais paradoxalement, je trouve que, et c'est encore plus symptomatique sur la fin de la saison, ils vont très très vite. Je trouve sur la résolution en fait de certaines choses, et du coup on perd un peu je trouve que les enjeux ont moins de poids, puisque et notamment autour du personnage de Charlotte, où je trouve que le personnage de Charlotte porte quand même un truc qui est hyper intéressant sur cette saison, de finalement ce personnage qui a tout réussi, qui a été au bout de son ambition, et qui se rend compte que comme elle le dit elle-même, les dieux de la mythologie, une fois qu'on est arrivé au bout, en fait on se fait chier, quoi. C'est quoi l'étape d'après? Finalement finit par être certes, du coup, elle sert le plan de Bernard et tout ça, mais je trouve qu'à un moment donné, ce personnage, il va pas au bout de ce il serait censé vraiment représenter comme quelque chose de jusqu'au boutiste. Et à travers son plan final, qui est du coup une notion qui est hyper intéressante dans la science-fiction de manière générale, qui est la transcendance, je trouve ça, tout pourri en fait, la manière dont la série nous le montre, quoi. C'est-à-dire que le concept est super génial, et à chaque fois que je vois ça, moi ça me fait penser à cet épisode de Battlestar Galactica où un des Cylons qui est joué par l'acteur qui joue dans Code Quantum, je suis désolé, il est décédé l'année dernière. Dean Stockwell. Voilà. Dit en gros, il explique qu'il est hyper en colère contre ses créateurs parce que ils lui ont donné cette forme humaine, et que c'est une forme qui sert à rien, quoi. Il est esclave de cette forme, alors que en tant qu'entité cybernétique, numérique, il pourrait avoir toutes les formes qu'il veut, il pourrait et j'avais trouvé cette phrase brillante à l'époque, parce que je m'étais jamais fait la réflexion, je m'étais jamais dit oui, on peut voir une espèce de perfection dans le fait de créer un être cybernétique à notre image, mais en fait pour un être dont tous les possibles qui serait
potentiellement le réceptacle de tous les possibles, bah c'est une prison pour lui d'avoir ce truc là quoi. Et là qu'est-ce qu'ils nous font dans Westworld, ils nous transforment ça dans une espèce de réceptacle. Alors certes globalement pour les gens qui n'ont pas vu la série et qui veulent se faire spoiler, en gros l'opération ne consiste qu'à transférer la sphère qui représente vraiment la personnalité de l'hôte en dehors de son corps et dans une espèce de piédestal mouvant, puisqu'on se rend compte vers la fin de la série que cette espèce de truc on aurait pu prendre pour des statues ou à la limite on aurait pu croire qu'ils étaient reliés éventuellement à quelque chose de numérique, se déplace quand même. Enfin, j'ai pas compris du tout ce truc-là, et en plus c'est quand même assez vite éludé dans on en est où de ça? Les autres qui ont réussi leur transcendance, qu'est-ce qu'ils deviennent quoi? Le but était d'aller dans le sublime? Est-ce que, au contraire, le but était d'errer sur Terre? Je sais pas. Il y a vraiment un truc que j'ai pas compris à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. De même que, finalement, le cheminement de William qui, je trouvais hyper intéressant. Justement l'espèce d'arc de rédemption du personnage qui, en passant d'humain à hôte, va justement retrouver son humanité, sous sa forme robotique quoi. Et au final, non, en fait, c'est pas ça ce qui se passe pour le personnage. Il devient encore plus vénère. Il se libère de son créateur, certes, mais pour de ses mots devenir la version un peu ultime de lui-même finalement, ou en tout cas, oui, puisque quelque part immortel. Mais je trouve ça, j'ai moins été embarqué par ce personnage dans cette saison-là, alors qu'à chaque fois, j'ai trouvé assez brillamment interprété et un peu intéressant, assez intéressant dans les autres saisons. Même en saison 3, où il était vraiment perdu dans cette folie de savoir s'il était humain ou pas et tout, c'était hyper intéressant. Là, j'ai trouvé ce personnage, il y a des scènes qui sont cool avec lui, mais vraiment la fin où finalement il revêt ses habits d'homme en noir, il reprend un cheval pour aller au sublime, j'ai fait les gars, non. Avec le choix des chevaux, ça, et un cheval blanc, un cheval noir. Voilà. Putain. Alors là, ils nous ont fait une Game of Thrones pour le coup, parce qu'il y a une incompatibilité géographique totale entre l'endroit où ils sont initialement, qui est New York, et l'endroit où est censé être le parc, et lui, il y va tranquille à cheval. Enfin, bon, il y a un truc vraiment un peu étrange dans la gestion de ce truc-là. C'est un cheval magique. Ouais, c'est ça. Ouais. Idem pour la vision qu'on nous dépeint donc du futur quand on est 23 ans plus tard, et des humains qui sont en dehors du système qui a été créé par Charlotte, qui ne sont donc pas manipulés par les autres et par tout le système qui a été mis en place, qui sont justement les fameux Outliners, si je me trompe pas. Outliers. On nous resserre encore, là pour le coup, je trouve qu'en termes de budget et de ressenti de budget, on était vraiment à un niveau très très limité, parce qu'on nous resserre la sempiternelle faction pleine de poussière en habit de paintball qui se balade dans des carrières abandonnées aux États-Unis quoi. Et ce que fait à peu près toutes les séries à un moment donné ou à un autre pour représenter ce genre de choses. Donc voilà, on va dire que... Et pourtant, à côté de ça, on sent qu'ils ont de la thune, parce qu'ils arrivent quand même à nous intégrer un parc, un nouveau parc classique, on va dire, avec le parc des années 50, la Prohibition, qui est super beau, qui est génial, qu'on voit très très peu. Oh, mais quel est même arc narratif. Voilà, mais ça j'ai trouvé ça intéressant parce que justement il pousse le délire méta jusqu'à intégrer dans les activités que tu peux faire dans ce parc tout ce qui se passe dans la saison 2 de Westworld, avec la découverte du coup de l'étage des gens qui gèrent les hôtes et tout ça. Ça j'ai trouvé ça assez génial, parce que toi en tant que spectateur tu te dis ah ouais, ils ont rien appris en fait, tu vois, ils sont vraiment en train de refaire les mêmes erreurs. Ah non, en fait c'est hyper glauque. C'est rejouer le massacre. Ouais, c'est vachement bien. Et donc voilà, j'ai été déçu de plein de petites choses comme ça, plein de petites facilités aussi d'écriture, plein de petites choses qui font que j'ai été moins embarqué, et j'ai un peu moins bien compris la fin aussi, que j'ai trouvé précipitée. Après, j'ai bien aimé ce qu'on nous disait l'apport à l'univers de Westworld de tout ce qui est lié au numérique. Donc le travail de Christina au début de la saison, avec le fait qu'elle rédige des histoires pour un jeu vidéo ou un truc un peu apparenté, le fait que ce soit très méta par rapport au fait qu'au final on se rend compte que elle manipule la population à travers ses histoires, le fait que le sublime prenne une place qui est assez importante. Je trouve que du coup dans les thématiques de Westworld, il manquait encore cette petite pierre là, et elle est plus présente dans cette saison. Effectivement, elle le sera
s'il y a une suite encore plus présente, mais et j'ai beaucoup aimé l'épisode aussi quand même effectivement avec Caleb, cet épisode où il revit en permanence, enfin il essaie de sortir de sa prison et tout ça. C'est pas totalement inédit, mais comme on va dire truc scénaristique, et puis c'est un peu facile parce que tu te demandes un peu pourquoi ils auraient laissé des traces de sang un peu partout dans un endroit qui est censé être contrôlé par les autres. Mais j'ai trouvé quand même l'épisode concept assez sympa dans l'unité qui présente dans la saison, quoi. Donc ouais, voilà un peu moi mon retour sur cette saison 4. Alors il y a eu pas mal de choses sur le chat qui revenaient un petit peu avant sur ce qu'on disait. Je vais en choisir un. Flagada qui nous dit après qu'est-ce qui vous dit que tout ce que vous avez vu dans la saison 1 de la saison 1 à la saison 4 n'est pas du tout le premier cycle, mais qu'il y en a eu plein d'autres avant. De nombreuses choses dans la saison 1, les dialogues, etc., pointent maintenant dans cette direction. Par exemple, la légende des Indiens du parc raconte des événements de la saison 4, etc. C'est des choses qui commencent à être un petit peu, effectivement, un petit peu dites. Je suis pas entièrement convaincu, mais bon, pourquoi pas. S'ils font ça, il va falloir qu'ils justifient la mise en scène, parce que, en gros, pour l'instant dans la série, à chaque fois qu'on est dans le Sublime ou dans une simulation, on passe en scope, avec le ratio d'image qui change, et c'est un indice à chaque fois. À chaque fois qu'elles sont là, c'est que t'es dans le Sublime ou dans une simulation. D'ailleurs, à la fin, on est dedans. Et du coup, si on nous dit que tout ce qu'on a vu est une simulation, il faudrait introduire un autre univers avec encore un autre ratio d'image pour dire ça c'était le stade d'avant. Sinon ça marche finir pas. En 4 perdu. À l'ancienne. C'est ça, voilà. T'évoquais les trucs qui ont posé problème ou qui t'ont gêné. Moi, j'en profite. Il y a eu un cumul qui m'a un peu gonflé. C'est l'idée que les humains sont l'humanité, on va dire de façon générale, est finalement trop complexe pour pouvoir être synthétisée, pour pouvoir être contrôlée véritablement, parce que Charlotte elle a du mal à contrôler les adultes avec les mouches qui infectent les humains, parce que les humains sont trop imprévisibles, parce que il y avait déjà ça avec Jéroboam qui faisait que il y avait ces fameux outliers qu'ils n'arrivaient pas à contrôler, qui rentraient pas dans leurs prédictions, donc ils avaient trouvé la solution de les parquer. Ce qui fonctionne toujours bien dans l'histoire de l'humanité, mais du coup il y a toujours cette idée que mais on n'arrive pas vraiment à contrôler l'humanité, c'est quelque chose de trop subtil, de trop complexe, et c'est la conclusion à laquelle arrive Charlotte finalement, parce qu'elle se rend compte que elle pense que les humains ont infecté les hosts, et que c'est pour ça qu'on a des hosts qui questionnent leur réalité et qui se suicident, donnant l'idée que elle a dominé le monde, elle a réussi à contrôler la Terre entière, c'est comme, même si on n'est que aux États-Unis, mais c'est toujours une image de la Terre entière. Comme d'habitude. Voilà. Mais que les humains sont finalement naturellement trop forts et que ils arrivent à, c'est le petit grain de sable qui vient foutre la merde à chaque fois, et que les machines, même avec des moyens de tarés, arrivent pas à contrôler ça. Et c'est quelque chose qui revient très fréquemment, généralement à travers l'idée de l'espoir, qui revient encore une fois dans cette saison. C'est toujours le même principe. C'est quelque chose que, il y a l'idée que les robots, le numérique n'arrive pas à synthétiser des choses humaines. Alors dans certaines œuvres, ça va être l'amour, dans certaines œuvres, ça va être l'espoir ou des choses comme ça. Mais là, ça se retrouve et c'est le côté, ils arrivent à contrôler les êtres humains, mais pas Caleb. Même quand c'est un robot, pourquoi lui c'est une exception? Au bout d'un moment, arrêtez, quoi. C'est le truc qui m'a gonflé, c'est que, si vous voulez faire un monde où les robots ont pris le pouvoir et contrôlent tout le monde, ils contrôlent tout le monde. C'est cool. Pourquoi le héros doit être exceptionnel? Pourquoi les humains doivent nécessairement gagner? Donc, à la limite, que tout le monde s'entretue à la fin, c'est un twist intéressant. Voilà. C'est une façon de détruire cet espoir, tu vois.
Ouais, non, mais c'est ce que j'allais dire. Par contre, ce qui m'a plu dans cette saison, c'est le côté assez jusqu'au boutiste des choses. C'est-à-dire que quand on fait ce saut dans le temps de 23 ans, c'est quand même assez inattendu. Et effectivement, c'est pour nous présenter un monde qui est irrévocablement changé, en fait. Enfin, on nous fait quand même bien comprendre que malgré qu'il y ait quelques humains qui résistent encore, un petit village en Gaule qui résiste encore à l'envahisseur, en fait l'humanité est asservie, ne s'en rend pas compte, et la scène d'ailleurs avec Charlotte où elle est clairement en train de manipuler tout un groupe parce que elle se fait chier et puis elle a envie de faire des trucs pour passer le temps est assez glaciale de ce point de vue-là et hyper intéressante justement dans le fait, enfin pour le coup il y a tout un truc de se dire ok effectivement saison 4 le monde est devenu un parc et quelque part Westworld là où il y a pas mal de gens qui disaient genre après la saison, enfin pendant la saison 3 ah ouais mais c'est trop facile Westworld au début c'était un parc et puis maintenant ils sont plus dans le parc, ça veut plus rien dire de s'appeler Westworld, ça pourrait être une autre série. En fait ils arrivent à maintenir leur concept quand même grâce au fait que on a inversé les choses et que maintenant c'est les autres qui sont en permanence immergés dans un parc à l'échelle du monde quoi. Et ça j'ai trouvé ça, je me suis dit ok effectivement comme tu dis il y a toujours des exceptions, il y a toujours les héros, bon voilà, mais quand même je pensais pas qu'ils iraient jusqu'à ce degré-là de révolution dans la société quoi, de changement dans la société quoi. Ça j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Comme toi, moi j'ai eu peur en fait qu'on est arrivé dans le futur, que justement ce soit finalement une simulation, enfin justement quelque chose pour nous dire il faut à tout prix empêcher ça. Comme je sais pas si vous voyez dans Fringe, à la fin de la saison 3, on avait un truc pareil où on nous montre ah là là, faut vraiment pas que ça se passe, faut trouver une solution pour pas que voilà. Et j'ai cru que ce serait ça, on nous montre un monde dystopique et finalement c'est pas grave, à la fin on va trouver un moyen de faire autre chose. Et le fait qu'ils aillent à fond dedans, effectivement jusqu'au bout, même Bernard à la fin dit non de toute façon c'est plié et là on pourra pas les sauver. Ça c'était courageux. J'ai trouvé que ça c'était effectivement un des points forts de la saison. Là, effectivement, on nous dit que l'idée des Outliers était teasée dès le premier épisode quand Dolores montre à Teddy la vache qui est le leader du troupeau. Waouh, on est vraiment dans des références très précises, mais je sens effectivement. Et ça, c'est un petit peu la marque pour le coup des séries. Alors, j'allais dire des grandes séries, mais en tout cas des séries qui vont vivre aussi après coup et qui vont avoir une vie sur Internet notamment. Mais c'est que effectivement, je pense qu'il y a de la matière même dans cette saison 4 à faire des liens avec d'autres épisodes, d'autres saisons, et il y a des gens qui verront toujours des idées et des concepts qui étaient présents au préalable, et on ne peut que espérer effectivement que les créateurs de la série aient eu aient cette conscience de quelque chose de cohérent. Après il y a aussi une part d'interprétation évidemment, on le fait tous, mais tu voulais dire quelque chose Justine peut-être? Non, c'est une remarque parce que je suis foncièrement contre le concept de quality TV et de l'idée qu'on a des séries de qualité qui alors effectivement qui sont bien construites etc, mais tu sais tu disais on va continuer à en parler ou des choses comme ça, qu'il y a des liens à tisser. Oui, mais va dire ça aux chaînes du groupe M6 qui rediffusent La Petite Maison dans la Prairie en boucle depuis 25 ans. Si tu veux, on continue à en parler. Enfin, en tout cas, les gens continuent à regarder d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est une forme d'écriture différente. Mais voilà, c'est juste une parenthèse histoire des séries télé. Mais bien sûr. Non, mais je dis pas qu'il y a des robots dans La Petite Maison dans la Prairie. Hein, c'est pas le. Ça serait un twist intéressant, n'empêche. Ça serait énorme. Ouais. Charlie Gale, c'était en fait un robot. Non, c'est voilà. L'homme en noir tout d'un coup. Non, mais bien sûr, effectivement, il y a divers degrés c'est une sorte de suite donc, que tout le monde a espéré, tu sais, La Petite Maison dans la Prairie, où tout d'un coup tout va mal. La revanche de Lorraine Gales. Voilà. Je veux dire, c'est effectivement, il y a diverses manières de parler de séries et de continuer à faire vivre des séries, et c'est pas une histoire en effet de qualité, seal of approval, mais c'est aussi
Je pense surtout dans une société connectée comme la nôtre où voilà, les gens échangent énormément. Je pense que il y a aussi le but que effectivement cette série soit débattue, qu'on cherche les petits détails, les petits Easter eggs, les petits machins, les petits trucs comme ça. Alors qu'à l'époque, ils se posent un petit peu moins ces questions-là, mais complètement. Ouais. Pour l'anecdote, je fais pas forcément ce parallèle au hasard, au sens où le personnage de Dolores dans la première saison, son esthétique, si vous voulez, son physique, est basé sur le personnage de Mary Ingalls. Donc voilà, c'est sûr qu'on voit les choses différemment quand elle commence à devenir Wyatt et à tuer tout le monde, hein, mais ouais, c'est ça. Non, mais voilà, c'est clair. Il faudrait demander à Jonathan Nolan et Lisa Joy, est-ce que vous avez été traumatisés par La Petite Maison dans la Prairie? Mais comme nous tous, je pense, de façon ou d'une autre. Oui. Pour boucler un peu aussi sur cette question un peu de la narration dans Westworld, il y a justement ce fait qu'on voit genre toute cette cohérence de la série et tous ces petits éléments qui ont été placés en amont qu'on comprend que maintenant peut-être, et le fait que Nolan et Joy aient dit qu'ils avaient tout prévu avant, enfin, qu'ils avaient tout écrit, et que en fait bon, ils savent pas exactement dans quelle saison vont se passer les choses, mais ils savent où va chaque chose. Et moi je me demande si c'est pas peut-être aussi de là que viennent, moi en tout cas c'est un des problèmes que j'ai avec la série, qui est que à force de se concentrer sur le big picture, enfin en gros leur plan global, ils oublient parfois aussi le plaisir des spectatrices et des spectateurs dans chaque épisode, à chaque moment. En fait, on est toujours sur le macro et pas parfois assez sur le micro. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est une question qu'il y a beaucoup maintenant, c'est est-ce que ils ont prévu la fin avant de commencer, quoi? Quand une série comme avec des mystères commence, est-ce qu'ils avaient tout prévu? Et là, il y a beaucoup de très bonnes séries où ça a jamais été le cas. Alors moi, bon, je travaille sur Twin Peaks, donc clairement c'est une série qui a été en permanence dans l'intuition, dans l'improvisation. Lost, même si des choses ont été prévues, beaucoup de choses étaient changées en cours de route, tout ça. Là récemment, on a des séries comme Better Call Saul, Breaking Bad. On sait que dans le writers' room, ils se foutent dans des impasses pas possibles, juste pour le plaisir de s'en sortir. Et ils ne prévoient pas où ils vont aller. Et moi finalement, je me demande pas si les séries, c'est toujours plus intéressant, moins de tout prévoir avant, mais de faire en sorte que tout s'imbrique parfaitement, tout en improvisant de toute manière. Et peut-être que c'est là aussi que va y avoir ces différences d'écriture avec moi des séries que j'apprécie. Ouais, et à l'inverse, je rappelle que les deux showrunners de Game of Thrones se sont bien vantés qu'ils savaient où ils allaient, hein. Donc vous avez vu le résultat avec la dernière saison de Game of Thrones. Donc est-ce que le fait de prévoir en amont est forcément une bonne idée? Effectivement, ça peut être débattu, tu vois. C'est ça. J'ai l'impression que cet aspect-là, il est de plus en plus mis en avant aussi pour rassurer ou peut-être être le gage. T'es obligé maintenant. Ouais, d'un projet sérieux pour que parce que forcément aujourd'hui, à l'aune où les séries sont souvent annulées un peu au débeauté après une saison. Bon voilà. Hop, c'est à nouveau Guillaume du futur. Quelques mots avant de terminer cet épisode sur la fin de Westworld, car malgré notre envie de voir se conclure l'histoire de Dolores avec une saison 5, HBO et sa maison mère Warner Bros. Discovery en a décidé autrement en annulant la série en novembre 2022. Une annulation qu'avaient peut-être anticipé ses créatrices, Jonathan Nolan et Lisa Joy, mais qui reste très certainement une surprise quand on sait par exemple que le cast principal a été malgré tout payé pour cette hypothétique saison 5 en raison d'une clause dans leur contrat. Il faut dire que Westworld était une série assez chère à produire, on parle d'environ 10 millions de dollars par épisode, et que Warner Media, l'entité qui détient HBO, s'est fait racheter en avril 2022 par Discovery, entraînant de grosses restructurations à tous les étages, et notamment chez HBO. Il y a fort à parier donc que les audiences déclinant au fil des saisons n'ont pas aidé Westworld à survivre à ce grand chambardement, malgré l'envie notamment de Lisa Joy de raconter une dernière histoire, comme elle le teasait encore en août 2022. Je vous laisse à présent terminer notre émission avec nos pronostics sur cette saison 5 qui ne verra jamais le jour. Bonne écoute. On va, je pense, tout doucement s'orienter vers la fin de cet épisode et vers les attentes ou pas d'une éventuelle saison 5. Alors moi, il y a un détail qui qui m'interpelle et voilà. Alors pourquoi? On se pose la question. Je le rappelle, la série n'a pas encore été renouvelée par HBO. Et effectivement, comme on l'a souligné, comme beaucoup l'ont souligné dans le chat et comme on l'a un petit peu souligné aussi pendant l'émission, la fin de cette saison 4 avec donc la reconstitution virtuelle du parc Westworld à l'identique de la saison 1. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le montre, puisque même Dolores,
Christina se retransforme, se réapproprie les atours de Dolores, nous remet finalement à un stade identique à la saison 1, mis à part que nous sommes à présent dans un univers virtuel. Et donc on pourrait tout à fait se dire que finalement c'est une sorte de... La série nous montre une boucle et que il suffit de regarder la saison 1 pour finalement reprendre le chemin de la narration. Et je trouve que ça fait un petit peu aussi écho au fait que la série, cette saison a moins d'épisodes, que peut-être il y a eu un petit rush vers les derniers épisodes de cette saison pour justement réussir à un petit peu arriver à cette conclusion et en faire une fin qui pourrait être une fin satisfaisante pour la série. C'est des choses qui ont pu aussi être dites sur divers articles sur internet, cette rumeur on va dire. Et le petit détail, c'est que, comme tu le soulignais, Briac, quand on est dans cet univers virtuel, dans le Sublime, on passe en scope, et Westworld est une adaptation d'un film, et quelque part, la boucle est bouclée aussi, de ce point de vue, je trouve, enfin, de mon point de vue assez amateur des formats et des choses comme ça, mais j'y ai vu un rappel de la matière originale de ce qu'est Westworld à la base. Est-ce que vous, du coup, vous pensez possible une saison 5 ? Est-ce que vous avez une insight par rapport à ça, Briac, peut-être ? Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est vrai que ça pourrait fonctionner comme fin, mais je pense qu'une certaine manière, chaque fin de saison de Westworld pouvait aussi fonctionner comme une fin, et qu'ensuite, ils ont à chaque fois un peu poussé le propos plus loin, mais qu'on pouvait s'arrêter presque sur la 1 avec la mort de Ford et la rébellion des autres. La 2 aussi, la 3, ça pouvait toujours fonctionner un peu, donc je pense que c'est un peu leur manière d'écrire. Après, moi, j'aimerais bien quand même que ça continue, parce que ce serait un peu pessimiste si on se dit qu'on doit recommencer à la 1, ça veut dire qu'on aboutit toujours à la fin de l'humanité, il y a peut-être une autre direction, on va voir ce qui va se passer. C'est nihiliste, c'est ça, après ça peut être bien aussi, hein, mais bon, pourquoi pas. Après, j'ai cru voir passer un truc où Ed Harris lui parlait de tourner la saison l'année prochaine, qui était déjà prévu de tourner la saison 5. Ça peut aussi être un acteur qui est à la ramasse, parce que lui, on lui a dit, si tout va bien, on commence à tourner l'année prochaine. Il a dit, c'est bon, c'est parti, on tourne l'année prochaine, on y va, mais il n'y a pas eu de confirmation officielle. Après, c'est vrai que c'est toujours plus intéressant pour HBO d'avoir une saison, à l'ère du streaming, une saison qui est présentée comme la dernière, qui a été conçue pour être la dernière, parce qu'ensuite tu vends une œuvre complète. Les gens peuvent continuer à revoir en disant, c'est bon, il y a un début, il y a une fin, c'est super, tu peux regarder jusqu'au bout. Là, si tu arrêtes là, tu cours le risque d'avoir ensuite des gens qui vont sur Reddit dire, ça vaut le coup de regarder Westworld. On dit, non, c'est pas fini totalement, en fait, c'est pas la peine et tout. Donc, ce serait dans leur intérêt de faire une toute dernière saison, je pense. Non, à voir, il y aura peut-être une mauvaise surprise, mais bon, quand tu vas jusqu'à 4 saisons, c'est quand même, tu vois, autant je vois, même Deadwood, ma série chérie qui a été annulée au bout de 3 saisons, c'était dur, mais tu vois, souvent c'est quand même au bout d'une saison, 2 saisons que HBO a tendance à annuler ses séries, et sinon, quand ça marchait pas trop, ils ont quand même offert une dernière. C'était le cas pour Boardwalk Empire, Trémé, souvent ils offrent une toute petite dernière saison pour permettre de finaliser le truc. Bon, on espère que ça va rester, même s'il y a quand même eu pas mal de changements dans la direction d'HBO depuis cette époque-là. Mais bon. Ok, et Justine, toi, t'as des attentes pour cette saison 5 ? Est-ce que t'as envie de voir des choses en particulier ? Disons que narrativement, je vois pas où ils peuvent aller, au sens où les conflits sont résolus, pour moi. Au sens où, il y a plus d'humanité, ou en tout cas quasiment plus rien. Ce que va reconstituer ou va recréer d'une certaine façon Dolores, c'est uniquement dans un monde virtuel. Donc ça veut dire que si on veut revenir vraiment de façon cyclique, ça veut dire que elle-même crée des personnages humains, des personnages robots, hosts. Après, si on considère vraiment que c'est une boucle, ça veut dire qu'elle va reconstituer tout ce qu'elle subit dans la saison 1. Elle se fait violer 4-5 fois quand même, donc elle a peut-être pas forcément envie de recréer ça aussi. J'espère pour elle qu'elle se mettra effectivement un rôle un peu moins exigeant et un peu moins dramatique. C'est ça. Donc voilà, d'un point de vue narratif, je vois pas pourquoi elle créerait ça. Et après il y a le fait que si on veut vraiment respecter ce qu'ils ont écrit pour l'instant, à la fin de la saison 4, William a entièrement disparu, puisque le vrai William a été tué
les William Host a été non seulement tué, mais sa perle a été détruite. Même principe pour Charlotte. Même principe plus ou moins pour Caleb. Il reste peut-être une copie. Vous me direz pour Caleb, j'ai pas vu sa perle détruite. Donc voilà, on se retrouve quand même avec plein de personnages qui ont disparu plus ou moins. Et après, si on les reconstruit, c'est uniquement sur les souvenirs de Dolores. Donc voilà, ça peut se faire, hein, mais c'est déjà le cas de Bernard, non? Depuis la fin de la saison 2, je crois qu'il a été... Bah c'est ça, ouais, mais du coup, tu te retrouves avec des twists du genre, elle l'a reconstitué et elle a caché dans son cerveau où était caché The Sublime. Bon, c'est un peu gros pour moi, mais bon. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, moi, du coup, c'est presque ça que je trouve stimulant. De me dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait? C'est ça, en fait, c'est tellement difficile d'en faire quelque chose que tu te dis, bon, t'as envie de les voir essayer pour voir ce qu'ils pourraient proposer à partir de ça. Et puis, j'aime bien l'idée de me dire, on regarde une simulation, donc a priori, il n'aurait pas d'enjeu parce qu'on sait que tout est faux. Mais c'est le propos de toute la série en permanence. On va dans le monde des humains, bah, ils sont contrôlés aussi. Les autres étaient, enfin, les autres, oh là là, je me mélange. Les autres étaient contrôlés, et même leur rébellion était contrôlée parce qu'on leur avait suggéré. Enfin, c'est la question que pose la série en permanence, c'est est-ce que tu peux avoir des émotions malgré le fait que tout ait été écrit? Donc le fait d'aller encore plus loin avec tout est une simulation d'emblée, je sais pas, ça peut être intéressant. Après, ça peut être complètement raté, mais j'ai envie de les voir essayer en tout cas, voir ce qu'ils pourraient faire avec ça. Ouais, mais je pense que c'est ça en fait qui me refroidit un peu, au sens où là c'est une fin avec cette fin de saison 4 qui boucle quand même tout. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais voilà, ça boucle tout d'un point de vue narratif. C'est cohérent, et je pense que j'ai subi trop de dernières saisons de séries ou 2 dernières ou 3 dernières saisons qui je vais pas dire qui gâchent tout, mais qui résolvent pas ce qu'on aurait voulu voir résolu. Donc je me dis là, je suis satisfaite avec cette fin. Voilà. Ils peuvent effectivement faire mieux, mais ils peuvent aussi faire pire. Voilà. Et donc c'est safe, là, tu vois, j'aime bien. Ouais. À la rigueur, ce qui nous manque, c'est la scène dont tu reparlais, la scène post-générique de la saison 2, Guillaume, où on voit Williams qui voit sa fille, qui est donc, a priori, un hôte, et qu'on n'a pas vu là. Donc ça se passerait encore après. On sait pas exactement quand. Et on a aussi la question, alors peut-être vous avez compris, moi j'ai pas exactement compris pourquoi William atteignait la fidélité, parce que William, donc il a réussi à être transformé en hôte. Oui. Il déconne pas comme Caleb déconne à la fin, ou comme tous ceux à qui on a essayé ont des problèmes finalement. Il se fait tuer, mais voilà. Et donc pourquoi lui ça fonctionne alors que d'autres ça a pas fonctionné? Et donc ça, c'est une piste. Je pense qu'ils ont réussi en fait ils ont réussi à créer ce système qui fonctionne. Justement, en fait, William est la preuve que ça fonctionne. Caleb, en fait, ça fonctionne pas, mais c'est pas parce que ça fonctionne pas, c'est que c'est pour justement le torturer indéfiniment qu'ils font de son corps, enfin c'est Charlotte qui lui construit un corps qui est périmable et qui a une durée de vie, quoi. Moi c'est comme ça que je l'ai vu en tout cas. Donc parce qu'il n'y a pas que William. En humain qui serait devenu. Et il remplace aussi des hommes politiques. Oui, voilà, effectivement, ouais, donc, complètement. On les voit pas suffisamment longtemps pour savoir si ça part pas en sucette, mais. Ouais, c'est un petit peu différent. Ça, effectivement, ils font une copie en hôte d'une personne réelle, mais effectivement, t'as raison. Oui, ça rejoint quand même ce système-là. Si, tu as raison. Donc oui, pour moi, ils ont réussi à faire en sorte que ce système fonctionne. C'est juste que pour Caleb, ils lui ont apporté un traitement maîtrisable pour pas, pour faire ce que j'ai dit, quoi, le torturer et tout ça. Mais pour moi, il y a quand même effectivement des bases qui sont assez solides pour une saison 5. Moi, personnellement, je pense qu'une saison 5, enfin, il y a forcément, en effet, une saison 5 dans lequel le sublime et Dolores et ce One More Game a une place prépondérante, mais je vois quand même bien le monde réel avoir un rôle à jouer, d'une part parce que on voit quand même des personnages humains et non manipulés qui s'enfuient, notamment la fille du coup de Caleb. Je trouve que même si c'est une fin en soi, la fin de Maeve est pas ultra satisfaisante quand même. Elle est laissée un petit peu en suspens.
Et on nous tisse quand même, ou en tout cas on nous présente depuis 2 saisons, et en particulier sur cette saison 4, une relation entre Maeve et Caleb, une complicité, une amitié, quelque chose entre ces 2 personnages. Et je verrais bien quelque chose qui se joue sur 2 plans quand même. D'un côté, l'univers virtuel qu'on creuse et dont on nous refait un reboot de la saison 1, ou en tout cas quelque chose qui permet à Dolores parce que de ce que j'ai compris, en tout cas, Dolores ne va essayer de rendre meilleur que les autres, puisque a priori il n'y a pas d'humains en particulier qui se sont fait télécharger d'une manière ou d'une autre. Bah, ça va être elle va les reconstituer comme elle a reconstitué les autres. Moi, c'est ce que j'ai compris. Mais du coup, ça pose vachement de questions, en effet. Enfin, le côté un peu à quel point tu peux espérer reconstituer des personnes qui ont leur individualité, leur autonomie, quand c'est le fruit de toi-même et de ton imagination quelque part. Je trouve qu'il y a un sujet qui est intéressant là, mais finalement, s'il y a un sujet là-dessus, ça pourrait être vachement intéressant de voir le rapport qu'il y aurait entre justement Ford et Dolores dans ce rôle qu'ils auront très similaire de la gestion d'une version de Westworld, quoi. Donc moi je pense qu'il y a quand même des pistes en effet qui sont assez intéressantes et enfin en tout cas qui sont concrètement un peu en attente et qui pourraient trouver une ultime conclusion en saison 5, même si quand même en y repensant, le fait que si toutes les saisons ont une scène post-générique et pas celle-ci indique aussi quand même une espèce de retenue de quelque chose, quoi. Mais bon. Peut-être une sécurité aussi pour Nolan et Joy, comme tu disais. Enfin ouais, c'est ça, c'est au cas où. Au cas où ce sera la fin. Et Gillick nous dit, ils ont quand même les données des personnages. Effectivement, on peut aussi se souvenir que dans cette saison, Bernard a à un moment donné une action où il scanne l'empreinte cérébrale de la fille de Caleb. Je suis désolé, j'ai oublié son prénom. Et on laisse un peu, Frankie, voilà, on laisse un peu ce truc en suspens. On sait pas si c'est un vrai move important pour la suite ou si c'était juste un truc hyper anecdotique. Donc, on peut imaginer aussi que, et Bernard d'ailleurs, lui aussi, on peut imaginer qu'il a réussi à fuir vers le sublime, puisque on a cette scène où il suit ce que je pense être son fils à travers son la maison de l'humain duquel il est issu. Je ne sais plus son prénom non plus. Arnold, ouais. Arnold, voilà. Et où on le voit traverser une porte avec une grande lumière blanche. Donc on peut imaginer aussi que le personnage est passé dans un autre plan et peut-être vers le sublime, qui s'est aménagé une espèce de porte de sortie comme ça. Donc bon, à voir effectivement. En tout cas, sur le chat, Flagada nous dit, pour moi, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc on y croit pour ceux qui sont fans de Westworld et qui espèrent revoir ces personnages dans une ultime itération dans le parc. Je vous propose qu'on conclue l'émission sur ces bonnes paroles. En termes d'actualité, Justine, est-ce que tu as une petite actu sous le coude? Actualité, moi indirectement, mais je peux vous conseiller un dictionnaire qui va paraître. Ça paraît laborieux comme ça, mais dans Larousse, l'édition Larousse est excellente. Alors surtout pas le Larousse d'ailleurs, mais ça c'est la prof de français qui parle. Non, mais d'ici un peu moins d'un mois, il y a un dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire qui va sortir aux éditions Vendémiaire, dirigé par Anne Besson, William Blanc et Vincent Ferré en l'occurrence. Et donc ça parlera des représentations et des usages du Moyen-Âge, alors au Moyen-Âge lui-même, mais surtout à partir du XVIe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Il y a tout un volet sur les séries télé, notamment. Donc Génial. on va beaucoup parler ça parle aussi beaucoup de fantasy, ça parle des films, ça parle des parcs d'attractions, ça parle il y a énormément de choses dedans. C'est un dictionnaire, mais qui est publié, j'ai pas encore vu toute la maquette, mais logiquement ça sera publié avec un prix extrêmement abordable. Donc voilà, en plus, genre. Et je ne touche rien dessus, donc je me permets de faire de la pub. Voilà, donc dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire chez Vendémiaire, et il se paraît, je crois, 22 septembre, un truc comme ça. Et ça, voilà, on va quand même pas mal parler de séries télé dedans, donc n'hésitez pas à acheter un œil à l'occasion. Cool. Merci encore à Pépé qui a géré l'overlay d'une main de maître. Voilà, il nous fait coucou depuis la régie. Regardez-moi cette scène incroyable Twitch avec la régie. On a vraiment l'impression d'être à la télé. C'est incroyable. Et les petits extraits, les bandes annonces qui ont été diffusées tout au long de la soirée, franchement, ont habillé de manière assez cool, je trouve, illustrer nos propos. Donc, on est très content d'avoir pu faire le petit
step-up qui va bien. Puis vous qui nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à venir la prochaine fois. Voilà, abonnez-vous à notre Twitter principalement. Et abonnez-vous à notre chaîne Twitch. Comme ça, vous serez notifié quand la prochaine émission sera programmée. Et puis on échangera avec vous sur le chat, comme on l'a fait avec Flagada, avec Guilic, avec Randall Flag, qui nous dit c'est cool ce format pour qui a suivi la série. Merci. Et puis voilà, ça nous permet d'avoir l'impression d'être un peu moins seul dans nos débriefs de séries et dans nos podcasts. Donc c'est très cool. Bonne fin de soirée. Merci à vous deux. Bonne soirée. Et à très bientôt. À toi. Merci. À bientôt. Salut le chat. Salut tout le monde. Salut. Bonus. Trax.